impacts résiduels pour l'exploitation. Donc, ils sont tous faibles ou très faibles. Donc, dans le design, comme je vous ai dit, on s'est assuré d'adresser à partir du début, dans le fond, d'avoir des normes qui sont très strictes. C'est des normes internes chez Gaz Métro, mais aussi toutes les codes qui s'appliquent. Donc, l'ensemble des installations vont rencontrer les normes et les codes en vigueur. Pour les retombées économiques, on parle quand même d'un impact fort au niveau du ministère. On va avoir quand même une dizaine d'employés qui vont être sur le site. Et aussi, on va avoir il va y avoir à peu près 4 à 6 personnes supplémentaires aux installations de la centrale pour être capable d'opérer la centrale. Qualité de l'air, émission de GES. Donc, ce qu'on a fait vraiment dans le design, s'assurer d'avoir le moins d'impact, comme je vous disais. Donc, des brûleurs à faible dégagement d'oxyde d'azote, c'est ce qu'on a installé sur nos vaporiseurs. On a aussi installé des cheminées à 20 mètres de hauteur pour s'assurer d'avoir une meilleure dispersion. Ce qui fait en sorte que la concentration d'oxyde d'azote et les particules fines, nos récepteurs sont tous en dessous ou inférieurs aux normes ambiantales. Évidemment, le modèle qui a été utilisé, c'est le modèle du pour être capable de faire la dispersion. Quand on regarde au niveau des GES, on parle d'émissions d'un équivalent de 1000 tonnes de CO2 annuellement. Donc, c'est très faible. Faible parce que le seuil de déclaration, en fait, ici au Québec, est de 15 000 tonnes équivalentes par année. Ça correspond à peu près à un petit hôpital régional, genre celui de Nicolet ici, en termes d'émissions. Au niveau des eaux de surface, souterraines et sols, donc les eaux usées qui vont être neutralisées avant d'être envoyées dans le système du parc industriel. Les eaux sanitaires canalisées vers le réseau d'égout. Évidemment, on va avoir un contrôle des matières dangereuses et résiduelles. S'assurer de respecter la réglementation. Les matières résiduelles chez Gaz Métro, comme aux usines, c'est toujours la même approche, l'approche des 3 RVE qui va être utilisée. Le programme, évidemment, va avoir une maintenance préventive pour s'assurer que nos installations restent vraiment à la fin du point et qu'il n'y ait pas de risque à la santé. Au niveau du climat sonore, ce qu'on a fait, c'est qu'on a considéré dans nos simulations que tous les équipements qui produisaient dans le fond du bruit opéraient en même temps, même si c'est peu probable, on l'a considéré. Et même en faisant ça, l'ensemble des sources sonores du projet respectent les normes ambiantales. L'impact visuel, en fait, on a, comme je vous disais tout à l'heure, le réservoir, c'est le point le plus élevé. Il est à 25 points. Donc, quand on regarde au niveau des impacts visuels, à partir de l'autoroute 30, c'est les installations TCE en arrière-plan qui vont être les plus, qui vont sortir parce que la hauteur des cheminées est à 32 mètres. Au niveau de l'île Montesson, donc les deux cheminées TCE, les autres cheminées TCE à 55 mètres au travers du couvert végétal vont pouvoir être vues et pas nos installations. Au niveau du nord du fleuve Saint-Laurent, encore là, ça va être les installations TCE les plus visibles. Donc ça, vous avez une vue ici des installations. La première en haut montre, dans le fond, c'est quand vous regardez vers le sud, les installations, vous voyez les cheminées en background. Et au niveau de celle du bas, vous voyez les installations en arrière-plan de TCE. Et le site dans l'état actuel. Au niveau des risques technologiques, ce qui est intéressant, très intéressant au niveau du GNL, c'est que le code de design, en fait, pour concevoir les installations est très, très, très strict. Ici, vous allez voir, on va adresser deux choses. À la fois le code de conception, mais aussi les critères du ministère au niveau des analyses de risque. Donc, dans un premier temps, évidemment, ce qu'on dit, c'est que les installations sont tous conçues intrinsèquement
produire de sources d'énergie suffisantes pour allumer un mélange de gaz qui pourrait s'enflammer. Si on compare le volume de GNL qui est stocké ici, c'est 2 fois moins en fait, c'est 4 fois moins que ce qu'on stocke présentement à Montréal-Est. Donc, très faible quantité stockée, très faible quantité aussi vaporisée. On passe de 100 12 millions de mètres cubes annuellement. Au niveau de l'évaluation des zones d'exclusion, le code nous exige de faire la vérification de certains scénarios de fuite. Okay? Et à chaque fois, le code exige que les conséquences restent à l'intérieur de notre terrain. Vous allez voir prochainement, je vais vous montrer les figures, qu'est-ce que ça donne. Et au niveau de la dispersion, un peu la même chose. Au niveau du flux thermique, là, vous allez voir des scénarios qu'on a fait, qu'on a projetés. On regarde, dans un premier temps, la dispersion. Dans un deuxième temps, on regarde si ça s'allume, qu'est-ce que ça donne en termes de radiation. Et aussi, il y a d'autres scénarios. Les autres scénarios qui ont été évalués à partir du guide de l'ICI. Pour les tests technologiques. Donc, les effets de nous ont été regardés aussi sur le site. Au niveau du réservoir qui est envisagé, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un réservoir d'intégrité totale. C'est quoi? C'est une double paroi. Ce que vous avez comme photo ici, c'est l'intérieur d'un réservoir semblable à celui qui va être construit. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des réservoirs. La première paroi ici, la première variable, évidemment, le GNA se trouve à l'intérieur de cette paroi-là. Si jamais il y avait une fuite de cette paroi-là, la paroi externe, qui soit en acier cryogénique ou en béton, va faire en sorte que le GNL ne pourra jamais se déverser à l'extérieur du réservoir. C'est ce qu'on appelle l'intégrité totale. Donc, à la fois le GNL, mais aussi les vapeurs vont rester enfermées à l'intérieur de ce réservoir-là. Il n'y a eu aucun accident répertorié important au niveau des réservoirs dans l'industrie. Au niveau de la démarche de l'analyse du ministère de l'Environnement, ici c'est vraiment pour regarder est-ce que, en fait, c'est la démarche et le modèle du ministère. On regarde cette démarche-là, dans le fond, pour regarder si on a un niveau potentiel ou à l'extérieur des limites du terrain, une analyse comme celle-là doit être faite. Dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse de risque. Donc, on a regardé tous les risques qu'il doit y avoir au niveau de nos installations. Puis, on a appliqué des mesures de mitigation, dont, entre autres, des sélections technologiques. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment le que vous voyez avec ce cercle-là. C'est vraiment le pire scénario qui est envisagé. Donc, un réservoir en acier où on prend carrément le toit. Imaginez qu'on prend le toit, on le met à côté, puis on allume le GNL à l'intérieur. Donc, ce que ça donne en termes de radiation, c'est ce cercle-là ici. Un cercle qui est à 30 kW par mètre carré, que le code exige qu'il reste à l'intérieur de nos limites de terre. Ensuite de ça, on va regarder d'autres scénarios. Un scénario pour une fuite de 10 minutes dans le fond de la plus grosse conduite qu'on a, qui, en fait, le GNL qui serait acheminé dans notre fosse déportée. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a très peu d'impact. Le cercle que vous voyez ici, on parle vraiment de la dispersion. Donc, le nuage de gaz qui se disperse, le nuage de gaz qui pourrait être dangereux. Dans ce cas-ci, ce qu'on regarde, c'est 50% de la limite d'inflammabilité du gaz naturel. Ça reste à l'intérieur, de même que la radiation. Donc, au niveau du code du guide du ministère, c'est vraiment regardé pour le scénario normalisé. Le scénario normalisé sert à estimer un type d'accident, puis vraiment voir si on doit faire une analyse de risque. Comme vous voyez ici, ce qu'on regarde, c'est le rayon qui est ici, de 5 kW par mètre carré. Dans ce cas-ci, le guide du ministère, si on n'affecte pas, si ça ne se rend pas à l'intérieur d'un autre usage, ce qui est que ici, l'analyse de risque n'est pas nécessaire. Scénario alternatif, c'est vraiment le scénario qu'on utilise pour faire notre plan d'intervention d'urgence. Donc, ce que vous voyez là, c'est le scénario qui a été présenté.
au comité mixte municipal et industriel ici, considère un feu d'évaporation de GNL dans la fosse déportée et un déversement majeur de GNL qui est drainé vers cette fosse. Encore une fois, tout reste à l'intérieur du site. Les effets dominos, on a regardé à la fois les effets dominos des autres industries sur Manon et de la nôtre sur les autres industries. Il n'y a aucun risque pour la population, aucun effet domino possible. Bénéfice du projet, impact économique, on parle d'un projet de plus de 45 millions. Les coûts sont amenés à évoluer dans les prochains mois. Les achats de biens et services, en fait, c'est vraiment un moment là. Donc, ce qu'on parle, c'est qu'il va y avoir environ 100 de travailleurs qui vont travailler sur le chantier. Un chantier qui va durer environ 3 ans. Et aussi, lors de l'exploitation, il y a les employés, les 10 employés, plus les 6 employés de la centrale qui vont être ajoutés. Donc, évidemment, il va y avoir des taxes qui vont être payées ici à la municipalité, donc c'est un bénéfice important. Au niveau des impacts pour l'économique, la suite, donc on assure une fiabilité à long terme, dans le fond, pour le gaz naturel pour Hydro-Québec. Donc, ça va bénéficier à toute la collectivité, à toutes nos autres, dans le fond, parce que les coûts devraient être moins. On parle d'une solution qui est très avantageuse par rapport à construire une même installation pour être capable de fournir le même service, c'est-à-dire 100 heures à raison de 570 MW par année. Une plus grande assurance pour la capacité de transport de gaz naturel. On va libérer de la capacité, étant donné qu'on n'utilisera pas le réseau de transport de gaz naturel au Québec. Et on valorise en même temps un actif qui est pas utilisé présentement, soit la centrale. On va partir cette centrale, c'est très positif. Les prochaines étapes, en fait, on est en ingénierie, on a fait l'ingénierie préliminaire, on est en ingénierie, on débute l'ingénierie détaillée présentement. Donc à l'automne 2016 vers 2017, on vise à obtenir un décret, compléter l'ingénierie détaillée pour se mobiliser sur le chantier au printemps 2017. Pour une mise en service en 2018, début 2019. Donc voilà, ça complète la présentation. Merci, M. Alors maintenant, nous allons passer à la période des questions. Et avant de prendre vos questions, je vais préciser certaines règles afin que ce soit satisfaisant pour tous. Alors, je vous demande de vous approcher du micro pour poser vos questions et pour conserver votre ordre de l'intervention. Je vous demande de vous identifier avant de poser votre question, de m'adresser vos questions, parce que certaines pourraient être en ce qui concerne le bac, la procédure, ou encore, moi, je me dirigerai vers le commentaire.